Bonjour aux nouveaux arrivants. Je vous propose que nous démarrions tout de suite ce deuxième épisode de notre série de webinars consacrés aux sources to pay. Après avoir parlé la première fois du contrôle des engagements, nous allons aujourd'hui parler de la gestion du référentiel fournisseur, des risques associés. Et pour cela, je suis accompagné aujourd'hui de David Dogimon, que je vais laisser se présenter, de chez Mazar. Oui, bonjour, David de Gimont, enchanté. Et donc moi-même, Bertrand Lenné, je suis responsable de l'activité achat chez Fluxim. J'espère que tout le monde nous entend bien et que tout le monde partage bien aujourd'hui notre écran, que tout le monde est bien installé confortablement à la maison. Et je vous indique ici le sommaire aujourd'hui que nous allons aborder. Quelques petits points techniques dans la zone de droite de GoToWebinar. Vous avez une petite zone de questions dans laquelle vous pouvez poster quelques questions. Nous pourrons y répondre à la fin, s'il nous reste quelques minutes. Donc au sommaire, on va d'abord planter un peu le décor du P2P et puis ensuite rappeler quels sont les enjeux autour de cette donnée fournisseur, le devoir aussi qui incombe aux organisations sur la vigilance fournisseur et l'importance dans le processus. Et puis on basculera ensuite dans une partie plus prescriptive où on va vous donner quelques éléments sur la manière d'optimiser ce référentiel fournisseur, d'anticiper et de cartographier les risques et puis les bonnes pratiques de la mise en place pour vraiment poser les bases d'un bon référentiel fournisseur. David, je te laisse peut-être poser ce décor avec l'environnement P2P. Oui, donc comme on avait pu le faire donc, au cours de notre premier voyage, notre première étape, ce qu'on vous propose, c'est de voir donc cet environnement. Donc cet environnement qui va de l'expression des besoins jusqu'au lettrage entre la facture et le règlement. Et l'on voit que au cours de ce processus qui comporte un certain nombre de tâches, que vous pouvez voir à l'écran, vous allez avoir le référentiel fournisseur, ou en tout cas le fournisseur qui est omniprésent et sur lequel vous devez avoir une attention. Et donc, c'est aujourd'hui le point que nous allons travailler ensemble, nous allons voir ensemble pour voir où est-ce que l'on peut améliorer ou quels sont en tout cas les risques sur lesquels qu'il faut appréhender lors du référentiel fournisseur. Donc, au départ, vous avez l'expression de besoin, le fournisseur, donc le choix d'un fournisseur et son référencement avec le devoir de vigilance que l'on verra dans la slide d'après. La partie commande-réception du bien ou de la prestation que vous avez effectuée. La facturation avec le respect certes des mentions légales et l'obligation de facturation, mais on voit que sur la facture, vous allez avoir un certain nombre d'informations et dans les mentions légales, vous avez les informations qui concernent le fournisseur et ces informations-là sont très utiles, notamment sur la dématérialisation et on y reviendra. Toute la partie litige, règlement, avec le respect du délai de règlement, qui sera le thème de notre prochain webinar, et la partie du lettrage. Donc, c'est bien l'ensemble de ces tâches-là que l'on va, tout au cours de notre voyage, appréhender pour essayer de vous donner les meilleures astuces ou en tout cas vous sensibiliser sur les risques que l'on peut avoir. Sur la slide d'après, les problématiques, Bertrand, quelques chiffres peut-être? Oui, on a pas souvent ça en tête, mais il est important de rappeler quelques éléments aussi sur la donnée fournisseur elle-même. Donc, des études ont montré, par exemple, que en 1 heure, il y a environ les données de 600 entreprises euh, qui sont changées dans le monde, avec des changements d'adresse, des changements de nom parfois, des entreprises qui ferment, et donc une actualité qui reste très forte. Les études montrent qu'à peu près 20% d'une base de données fournisseurs est modifiée au cours de l'année, et en tout cas qu'elle est modifiée par ailleurs. Donc si on n'a pas ce travail d'actualisation, on a assez rapidement des données qui deviennent obsolètes au fil du temps. Et puis on a un phénomène qui, je pense que tout le monde aujourd'hui partage. Alors même si là à droite vous avez une carte du monde, on a des données qui sont très fragmentées, qui sont dans plusieurs outils. Et plusieurs outils, pourquoi? Parce qu'on a soit une croissance
des organisations, ou on va dire une plasticité, des ouvertures, des fermetures d'entités, avec là à chaque fois des bases aussi fournisseurs qui peuvent être différentes. On a aussi les systèmes d'information qui se développent avec des outils métiers qui eux-mêmes vont avoir leur propre système de gestion fournisseur. Donc on va avoir de la donnée fournisseur un petit peu partout au sein de son système d'information, un petit peu partout au sein de son organisation, donc quelque chose qui reste très fragmenté. Au final, on va avoir dans le temps, au fil du temps qui passe, de la donnée finalement qui va être tout simplement inexacte avec des doublons, des données qui vont être lacunaires, et puis ou des données qui vont être tout simplement pas à jour. On est assez frappé dans tous les projets qu'on met en œuvre lorsqu'on démarre nos projets de constater, lorsqu'on procède à des audits de ces données fournisseurs, par le nombre d'entreprises qui sont tout simplement fermées, qui sont utilisées encore et qui sont en tout cas encore présentes dans ces bases fournisseurs. Donc c'est vrai que cette qualité de données a des impacts très forts. Et David, peut-être que tu peux effectivement nous éclairer sur les principaux impacts qui sont aujourd'hui constatés. Oui, donc dans les principaux impacts, puisqu'on va voir après une cartographie des risques et on va voir un certain nombre de risques avec des impacts qui sont financiers, mais juste quelques chiffres, parce que quand on parle de fraude, tout le monde se dit oui, en effet, il y a de la fraude, mais on n'évalue pas forcément le montant. Donc aujourd'hui, dans quelques chiffres qu'on a pu récupérer, on voit que des doubles règlements, ça peut être monnaie courante dans une entreprise, car on voit que 33% de 500 comptables qui ont été interrogés estiment avoir déjà payé au moins une fois une facture en double. Alors payant une facture en double, ça peut ne pas être un gros risque. Forcément, si on a des forts liens avec son fournisseur et qu'on le connaît bien et qu'on peut récupérer après le montant, ou qu'on peut se le faire rembourser, ou qu'on peut le mettre sur un avoir sur la prochaine commande qui a peut-être déjà eu lieu. Mais si on est dans le cas d'un risque avec un fournisseur qui peut-être a déposé, ou avec une grosse facture, ou avec d'autres problématiques, avec des litiges, on voit bien que là, ça peut être important, et dans certains cas, ça peut même nuire à la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, le montant annuel de la fraude, on estime que c'est à peu près 3 milliards d'euros par an. Donc, ce qui est énorme, avec beaucoup de victimes et des montants qui sont assez conséquents, puisqu'on estime que un quart des victimes perdent plus de 250 000 euros. Donc là, la partie fraude, double paiement, les erreurs de paiement, les remises pour paiement anticipé qui ne sont pas appliquées, tous ces éléments-là qui touchent autour du fournisseur sont autant de chiffres qui démontrent, s'il le fallait, que aujourd'hui le référentiel fournisseur et une mauvaise tenue de ce référentiel a un risque financier, et comme le disait Bertrand juste avant, est un risque avéré, puisqu'il arrive dans un certain nombre de cas, quand on voit tous les changements qu'il peut y avoir en une heure, on imagine derrière toutes les conséquences que ça peut avoir. Si maintenant on rentre dans le sujet et sur le devoir de vigilance, qui était notre premier thème, le devoir de vigilance, qu'est-ce que c'est? C'est un point déjà réglementaire. Dans certaines entreprises, on l'oublie, on ne le fait pas, mais en effet, là, il y a une réglementation depuis 2012 qui, pour l'ensemble de fournisseurs, dès lors que vous faites plus de 5 000 euros de facturation par an avec eux, vous êtes obligé de contrôler un certain nombre de documents pour vous assurer que votre fournisseur est en règle avec l'administration, c'est-à-dire qu'il fait bien ses paiements, qu'il est déjà juste enregistré, et qu'il ne recourt pas à du travail clandestin, pardon, et que l'ensemble des éléments sont bien déclarés. Donc ces éléments-là sont obligatoires. Vous devez de les récupérer, donc l'extrait CABIS, l'attestation de vigilance, la liste nominative des travailleurs étrangers. Vous devez de la collecter, et surtout de la mettre à jour, puisque c'est des documents qui doivent être à jour tous les 6 mois. Donc on voit bien que si vous avez un fournisseur qui est récurrent, qui fait plus de 5 000 euros sur l'année, et qui intervient au mois de février et au mois de septembre, bah, vous devez d'avoir collecté les documents
pour vous assurer qu'il n'a pas changé, que la situation de l'entreprise est toujours sereine vis-à-vis de ses obligations sociales. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui réglementaire et sur lequel on doit prêter une certaine attention. Alors on a mis à côté ce qui était conseillé pour un meilleur suivi du référentiel, c'est tout ce qui est qui tourne autour des coordonnées bancaires, parce qu'évidemment aujourd'hui les paiements se font dans la majeure partie avec des virements, et donc les coordonnées bancaires deviennent un élément important dans la mise à jour du référentiel. Et même si ce n'est pas une donnée obligatoire, c'est une donnée qu'on conseille de récupérer pour tout simplement s'assurer que le règlement est fait à la bonne personne, hein. On se souvient de l'adage qui paye mal paye deux fois. Il est aussi mis en œuvre au niveau commercial. Si vous payez malheureusement le mauvais fournisseur, ça n'efface pas votre dette vis-à-vis du fournisseur qui a fait sa prestation et que vous auriez dû payer. Donc voilà, donc ça, ce sont des éléments qu'il faut être en mesure de récupérer et surtout, après les avoir récupérés, de mettre à jour sa base. Donc attention, si un fournisseur ne respecte pas ses règles et ses obligations, à partir du moment où vous travaillez avec lui, à partir du moment où vous contractez avec lui, vous pouvez être poursuivi et votre responsabilité peut être aussi engagée. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants à savoir. Et derrière, forcément, il y a des risques financiers, aussi des risques pénals. Donc tout ça, on est toujours dans éviter la fraude avec les faux fournisseurs, certes, mais aussi tout ce qui est des fournisseurs qui ne rempliraient pas leurs obligations sociales vis-à-vis de l'État. Sur la slide d'après, on voit que ces éléments peuvent avoir aussi une importance au niveau tout simplement de la dématérialisation. Pourquoi? Parce que avec le référentiel fournisseur aujourd'hui, on sait bien que auparavant, les éditeurs, ou en tout cas les personnes qui pouvaient fournir de la dématérialisation, utilisaient tout ce qui était la reconnaissance sur la facture, l'ossérisation. Et donc, avec cette ossérisation, ils allaient chercher un certain nombre de données. Et pour s'assurer que c'était les bonnes données, ils avaient besoin de rechercher ça dans une table que vous leur fournissiez. Et cette table, généralement, c'est la première table, en tout cas, que l'on regarde quand on met en place un projet de dématérialisation. C'est le référentiel fournisseur. Donc, le référentiel fournisseur, ça permet de faciliter certes la création de commandes, parce que dès que vous avez un fournisseur qui est référencé, généralement, vous avez l'ensemble des éléments qui sont à votre disposition. On peut même aussi là envisager avoir une contractualisation avec un fournisseur et avoir créé un contrat cadre avec lui qui vous permet d'avoir un certain nombre d'objets ou de prestations déjà référencées. Donc la création de commandes avec une bonne connaissance du fournisseur peut être facilitée. L'automatisation de la transmission des flux, à partir du moment où vous avez ce référentiel fournisseur et votre fournisseur qui est référencé, il va avoir aussi la connaissance de comment vous transmettre les éléments et quelles sont les références que lui doit porter sur sa facture. Donc, on revient, ces deux éléments viennent sur le troisième, donc maximiser la reconnaissance. Dès que vous allez recevoir la facture, par ce rapprochement entre votre référentiel fournisseur et les éléments qui sont portés sur la facture, vous allez pouvoir faciliter le rapprochement et faciliter la reconnaissance et donc pouvoir avoir un certain nombre de données qui vont être automatisées. Alors évidemment, là on voit tout de suite la problématique qu'un doublon pourrait faire. Vous savez bien que généralement, mis à part avec l'intelligence artificielle, mais encore faut-il qu'elle soit aboutie, tout ce qui est aujourd'hui informatique est généralement, comme on disait à mon époque, binaire. Donc, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Quand vous recherchez une référence fournisseur, si vous en avez deux, automatiquement, votre reconnaissance s'arrête, votre ordinateur s'arrête, le programme s'arrête. Et donc, vous avez une problématique de doublons. Et donc, vous ne pouvez pas aller plus loin et vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'automatisation de votre dématérialisation ou de votre flux P2P qu'on a pu voir en amont.
avoir les bonnes informations et comme par exemple la présence d'un RIB va permettre de garantir le paiement du fournisseur à bonne échéance. Hein. Si vous avez, par exemple, si vous continuez à payer par chèque et que vous avez une mauvaise adresse, vous allez adresser le chèque, les règlements à une mauvaise destination. Et donc, même si vous pensez avoir payé et avoir fait ce qu'il était bon de faire, le fournisseur, lui, n'aura pas eu son règlement parce qu'il n'a pas été adressé à la bonne adresse. On peut prendre ce système-là, même si c'est informatisé sur la partie virement. Si vous virez sur un mauvais compte bancaire ou sur le compte bancaire qui n'était pas alloué ou qui n'était pas celui qui était mentionné sur la facture, forcément, le fournisseur va avoir après des difficultés pour faire son lettrage, voire une impossibilité de faire son lettrage puisqu'il ne va pas retrouver le règlement là où il pensait l'avoir. L'avant-dernier point, conserver une relation client-fournisseur fiable avec la proximité. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, avoir des fournisseurs et des bons fournisseurs qui justement connaissent votre process, qui connaissent vos habitudes, avec qui vous avez une contractualisation, une manière de faire et une manière de faire qui fonctionne. Et ce fournisseur-là, vous souhaitez le conserver, vous souhaitez le garder, vous souhaitez vous assurer aujourd'hui que les paiements sont faits à bonne échéance et que vous avez toujours cette relation qui vous permet d'assurer plus loin de la pérennité de votre entreprise. Et donc aujourd'hui, la relation que l'on voit entre les clients et les fournisseurs, c'est de plus en plus une relation de partenariat et d'échange où justement on travaille ce lien-là et dans le référencement, c'est important de trouver le bon fournisseur, de le conserver et de s'assurer après que les mises à jour permettent de continuer ces éléments-là. Et tout ça, ça assure la pérennité de l'activité et ça conserve le partenariat de votre activité, de son activité et des éléments qui sont nécessaires. Voilà. Donc l'importance de la dématérialisation aujourd'hui vis-à-vis du référentiel, c'est vraiment pouvoir se baser sur des données qui sont fiabilisées pour construire cette relation et construire cette relation commerciale, mais aussi cette relation de partenariat avec votre fournisseur et éviter les litiges quand ceux-ci ne sont pas fondés ou sont liés à une problématique administrative. Donc, oui, effectivement. Oui, vas-y, pardon, David. Non, pas de problème. Donc pour optimiser son référentiel, Bertrand, tu veux peut-être ajouter un point? Oui, on a effectivement on a identifié trois grands éléments hein, qui doivent être mis en place pour optimiser ce référentiel de fournisseurs. Hein. Comme vous voyez, c'est effectivement quelque chose qui doit se faire, quoi qu'il arrive, tout au long de l'année. On a trois grands blocs. La première partie, et on reviendra un peu plus tard sur vraiment les bonnes pratiques et tous les éléments qu'il faut mettre en place pour avoir une donnée fournisseur fiable, mais c'est évidemment la première étape de diagnostic. Et c'est identifier les zones d'ombre dans ce référentiel. Euh, Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'obsolescence des données, mais c'est identifier les fournisseurs avec lesquels on ne travaille plus. Donc, pareil, un petit truc effectivement qu'on met de plus souvent en place, soit de manière automatisée, soit qui peut se faire effectivement au travers d'un balayage de cette base fournisseur. Bloquer ces fournisseurs au-delà de sans mouvement depuis plus de 2 ans, hein, puisqu'on sait que on a beaucoup de fournisseurs qu'on utilise malheureusement qu'une seule fois, des fournisseurs qui arrivent simplement par une facture. Évidemment, souvent il n'y a pas d'engagement, donc on a créé ce fournisseur parce qu'on avait une facture à payer, puis terminé derrière, il n'y a plus du tout de transaction avec ce fournisseur. Donc, balayer cette base un petit peu, bloquer ces fournisseurs, donc pour éviter en fait un phénomène d'empilement de fournisseurs au fil du temps et retrouver vraiment une base fournisseur qui se rapproche le plus d'une base de fournisseurs actifs. On est toujours aussi très frappé de voir l'écart qu'il y a entre la base fournisseur chez nos clients et la base des fournisseurs actifs. On a souvent des ratios qui sont du 1 pour 3, 1 pour 4, voire plus parfois. Et effectivement, donc on traîne en fait, cette historique comme un peu comme un boulet derrière, avec non seulement un phénomène d'inertie, mais aussi évidemment le danger qui est que si
on a un nouveau paiement à effectuer ou une nouvelle transaction avec un fournisseur assez ancien, on a de très grandes chances pour le coup de repartir du mauvais pied, comme on l'a illustré par le passé. Et donc, pour, aller au-delà, on a parlé des enjeux de devoir de vigilance, des problématiques d'adresse, de coordonnées bancaires. Eh bien, il faut mettre en place une circularisation régulière avec sur ces fournisseurs pour aller régulièrement s'assurer que les fournisseurs qu'on a dans notre base, qui sont actifs, avec lesquels on travaille, avec lesquels on a une relation, eh bien, sont à jour eux-mêmes de la législation, puisqu'on peut avoir une situation qui s'est révélée bonne en début d'année et puis qui se dégrade avec un fournisseur qui ne paye plus ses cotisations URSSAF, par exemple, avec lesquels vous travaillez peut-être pourtant régulièrement. Et eh bien, vous avez, comme l'a indiqué David, ce devoir de vigilance, d'être au courant, d'avoir fait les démarches pour s'assurer que le fournisseur n'est pas à jour de ses cotisations URSSAF, par exemple, ou de sa liste des travailleurs étrangers. Donc, cette circularisation, pour nous, elle doit être mise en place à minima tous les 6 mois pour chacun de ces fournisseurs actifs, parce que ces documents ont aussi une date de péremption, une pérennité qui est assez proche de ce terme-là. Et puis ensuite, il y a la partie enrôlement. Donc, c'est effectivement, sur tous ces aspects-là, travailler avec les fournisseurs évidemment les plus importants. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de relations avec ces fournisseurs, donc les fournisseurs avec lesquels vous travaillez bien. Bien effectivement, travailler avec eux pour faciliter ce suivi de la qualité de données, ce suivi des documents de manière permanente, et donc les faire travailler avec vous à cette optimisation. Ils ont un intérêt, vous en avez évidemment un également, et donc tout ça peut se faire, je pense, de bonne manière dans un partenariat assez large. Donc évidemment, c'est une démarche qui est à mettre en place, doit se faire toute l'année, qui fait participer les achats, la finance, et qui doit effectivement viser à maintenir et à augmenter la qualité du référentiel. Alors, c'est vrai qu'on a pointé quelques risques. On a fait ce travail avec David de montrer un petit peu les impacts et la cartographie des risques fournisseurs suite au mauvais suivi du référentiel. Donc, on a tous ces risques que vous voyez de manière générale. Tout ce qui se situe en haut à gauche sont plutôt des risques internes. Et on voit en bas à droite plutôt des risques externes. Donc, on a parlé d'erreurs de paiement, de doublons de paiement. Donc tout ça, ce sont des problématiques effectivement assez bien identifiées, en tout cas que l'on connaît. Donc il faut effectivement faire ce travail, peut-être d'ailleurs même d'identification de risques. Tout ça, évidemment, a un coût interne, des coûts de gestion, des coûts de gestion de ces erreurs, de ces données fournisseurs elles-mêmes. Et puis ça a un impact évidemment sur le reporting. Aujourd'hui, on n'a pas non plus indiqué toute la dimension suivi et analyse des dépenses qui est associée à la qualité de données fournisseurs, mais il est bien évidemment que d'un point de vue aussi achat, avoir une qualité de données fournisseurs importante permet de s'assurer d'un bon reporting achat, donc de bien identifier les leviers d'économie ou d'évitement de coûts, et permet aussi d'une certaine manière d'aller obtenir des gains. Donc il y a des risques évidemment qu'on présente ici, mais il y a aussi des gains potentiels qu'on ne peut pas aller chercher avec un mauvais référentiel. Et puis évidemment, il y a des impacts sur l'image même de vos organisations, puisque on parle de cette obligation de vigilance. Plus récemment, d'autres obligations pèsent sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Et puis, on a aussi l'Observatoire des délais de paiement, par exemple, qui aujourd'hui fait ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire qui va clouer au pilori des entreprises qui ne payent pas en temps et en heure leurs fournisseurs, et tout ça, c'est très visible, c'est publié sur des sites internet. Donc, il y a un vrai risque ici d'avoir une image de l'organisation qui se détériore. Puis évidemment, des éléments de risque de fraude. Je sais pas si David, tu as des choses peut-être à
ajouter sur cette partie-là, peut-être sur la pérennité? Oui, en fait, sur la pérennité, on le voit, hein, tous ces éléments aujourd'hui sont constitutifs ou en tout cas peuvent être des conséquences à assurer une mauvaise pérennité de votre entreprise, voire à créer de forts décalages, puisque si malheureusement vous cumulez l'ensemble des 6 problématiques que l'on a vues au-dessus, forcément la pérennité de votre entreprise risque ça risque d'avoir des conséquences sur la pérennité de notre entreprise et je pense que derrière chaque petit point, chaque petit item, on a aujourd'hui des exemples et on connaît aujourd'hui des exemples, même de par la presse, qui nous font dire que ces éléments sont à prendre en compte et n'arrivent pas qu'aux autres. C'est vrai que le risque d'image, on y pense, on le connaît, tout le monde l'imagine, mais l'imagine chez les autres et pas forcément chez soi. Et puis le jour où on a un fournisseur qui sur la place publique euh, connaît des difficultés et que ça a un impact puisque c'est un sous-traitant direct sur vos produits et ça a un impact sur votre image, sur la qualité de vos produits, et ben forcément, si malheureusement vous êtes plus important que ce sous-traitant, généralement l'opinion publique va se souvenir du plus gros et pas du sous-traitant qui a fauté, mais bien de la grosse enseigne qui n'a pas fait les problématiques ou la vigilance. Donc voilà, donc, tous ces éléments-là, si vous êtes une grande enseigne, forcément il faut faire attention. Et si vous êtes sous-traitant ou en tout cas vous êtes fournisseur d'un gros, et forcément ces éléments-là vont arriver sur vous. Et là-dedans, dans ces éléments-là, on voit de plus en plus que tout ce qui est politique RSE joue en effet un rôle dans le choix du fournisseur. Et en tout cas, c'est des éléments qui sont demandés aujourd'hui quand on fait un référencement ou quand on fait des appels d'offres. Exactement. On a un petit peu en synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. On voulait, avec David, poser les bases pour permettre d'avoir une donnée fournisseur fiable qui permet effectivement d'éviter ces risques et de retrouver une qualité de données suffisante. Ça repose en fait sur quatre piliers qu'on va vous détailler. Le premier pilier, celui que vous voyez en haut à gauche, c'est le pilier du contrôle qui consiste vraiment, on en a un peu parlé, mais à un nettoyage initial, c'est-à-dire que de repartir sur de bonnes bases, reprendre une base fournisseur et puis la débarrasser de ces doublons, supprimer les entreprises avec lesquelles on ne travaille pas, impliquer ces fournisseurs aussi évidemment pour permettre de mettre à jour cette information et puis de définir évidemment les données qu'on va récupérer. Tout ça s'appuie aussi sur un pilier qui est important, qui est une consolidation, puisqu'on a parlé de données fragmentées, de données aussi pas à jour, et donc l'objectif est de ramener cette information dans un seul et même référentiel à jour, en utilisant aussi de plus en plus de données publiques qui sont accessibles. Je pense par exemple à tout ce qui est open data. En France, on a un accès désormais libre et gratuit à la base Sirène, donc à l'ensemble des entreprises et l'activité d'ouverture et de fermeture des entreprises et des établissements. Donc on est capable d'aller identifier les entreprises qui sont fermées, par exemple, de manière très simple. Et puis, on a aussi beaucoup de tiers de données qui permettent d'aller améliorer cette qualité à moindre coût, à moindre effort. Je pense là, on a parlé de Dun & Bradstreet, par exemple. On va parler de sociétés comme e-attestation, Provigis, qui elles s'intéressent plutôt à la partie documents légaux, mais en tout cas, on va pouvoir s'appuyer sur de la donnée gratuite, publique, ou de la donnée externe avec des entreprises qui peuvent vous offrir leurs services pour accélérer, pour remettre à jour l'ensemble du référentiel. Et puis évidemment, David, on a aussi derrière, une fois qu'on a fait ce premier travail de remise à niveau et de remise en qualité, évidemment, il faut que cette information soit mise à disposition. Oui, en effet, on a mis partager
En interne déjà, on voit comme tu le disais, en interne généralement on retrouve chez nos clients ou en tout cas chez des prospects des fois des sources de référentiels qui sont un peu disséminés au sein du SI. On se rappelle hein, le point, les données maîtres et les données esclaves, ou en tout cas un référentiel maître, un référentiel et des référentiels esclaves. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question de qui est aujourd'hui mon référentiel et comment celui-ci se déverse et se partage avec les autres personnes qui pourront en avoir besoin et les autres personnes qui peuvent en avoir besoin, parce que forcément, dans la finance, quand on parle référentiel, on a plutôt l'idée du référentiel qui est au niveau comptable et qui sert aujourd'hui à faire les comptes, qui sert à enregistrer les factures et à réaliser les paiements. Mais évidemment, il y a enfin en tout cas, d'autres utilisations des référentiels fournisseurs, notamment dans les achats, mais pas que. Donc tout ça doit être ouvert, doit être en communication perpétuelle synchronisé et au fur et à mesure où on évolue, où le système évolue, bah, l'information doit être partagée le plus rapidement possible. Il n'y a rien, et ça n'est pas uniquement sur la partie référentiel fournisseur, mais il n'y a rien de plus ennuyeux dans une entreprise que de faire une extraction dans un logiciel et dans un autre ERP et s'apercevoir que les extractions ne donnent pas la même information parce que les mises à jour sont décalées ou les informations qui sont à l'intérieur ne sont pas fiabilisés. Et la question est toujours de se savoir bah, laquelle est la bonne. Donc vraiment bien s'assurer qu'il y ait cette ouverture sur l'ensemble des SI en interne, voire en externe. Hein, on peut tout à fait, aujourd'hui on voit qu'il y a des portails de référencement qui permettent justement aux fournisseurs de venir updater ces informations dès qu'il en a connaissance. Et là, on revient sur la partie vigilance, donc donner la possibilité à ces fournisseurs de venir se référencer, de venir mettre à jour leurs données. Et tout ça, bah, ça va avec le dernier point qui est gouverné, c'est bien mettre sous contrôle son processus de création, de modification ou voire de fermeture. Hein. On ne parle pas d'annulation généralement parce que, comme vous le savez, il faut garder l'historique. Donc, on vient fermer des codes fournisseurs qui ne sont plus utilisés pour garder cette traçabilité pour garder justement cette piste d'audit et s'assurer qu'en effet, même il y a 2-3 ans, on avait bien les éléments. Mais tout ça, ça passe par une mise sous contrôle du processus et une bonne définition et une bonne répartition des rôles de qui fait quoi. Et je revenais sur ce que je disais tout à l'heure, la partie qui est maître de l'information et qui maîtrise l'information et qui met à jour l'information et qui, de l'autre côté, donne, ou en tout cas peut être source d'éléments, mais ne vient pas intervenir sur le référentiel pour pas qu'il y ait justement de problématiques, de quiproquos. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, avoir vu dans une entreprise des personnes qui avaient les mêmes droits et qui s'amusaient au fur et à mesure de leurs tâches à modifier le référencement d'un fournisseur en fonction de ce que eux avaient comme information. Et donc, c'était un petit peu le ping-pong de celui qui modifiait en dernier la donnée. Donc ça, forcément, même si le ping-pong peut être intéressant, dans une entreprise et au niveau financier, ça peut coûter beaucoup d'argent et ça peut aussi en faire perdre beaucoup. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment l'idée d'avoir ces 4 bons piliers d'un bon référentiel en synthèse et vous donner un petit peu les éléments qui peuvent vous permettre, vous aujourd'hui, d'être sensibilisé sur votre référentiel fournisseur et sur à quoi vous devez penser aujourd'hui quand vous pensez référentiel. Alors, on a peut-être une question qu'on va prendre. C'est notre dernière slide avant de conclure, qui, je pense, peut permettre d'ailleurs d'illustrer certains propos. La question, c'est comment, à travers un outil de référentiel fournisseur, peut-on s'assurer que ces modifications sont enregistrées? Donc, je dirais qu'il y a peut-être plusieurs manières de voir cette question et elle prend, en tout cas, il y a plusieurs dimensions. Et on peut l'illustrer au travers du schéma qu'on a ici. Je pense que ce qu'on n'a pas forcément dit aujourd'hui, mais peut-être un petit peu, ou peut-être un petit peu de manière ténue, c'est qu'évidemment, on ne peut pas faire ce travail-là si on est sur de la donnée qui est très fragmentée. Donc, si on a différents outils pour gérer cette donnée fournisseur. Donc, ça suppose aussi d'essayer autant que faire se peut
d'avoir un référentiel maître. David en a un petit peu parlé, effectivement, un référentiel maître. Et ça passe aussi par un changement de paradigme. On a été, on est encore un petit peu dans un paradigme où on est centré autour de l'ERP, hein, la promesse de l'ERP vendue depuis la fin des années 80, qui est de dire je vais tout faire, je vais tout prendre en charge. Mais on a vu que, effectivement, au fil du temps, finalement, déjà la promesse n'était pas forcément tenue sur la capacité à tout faire, mais en plus, ça posait des problématiques, notamment par exemple lorsqu'il y a de la croissance externe, on va se retrouver avec un nouvel ERP, avec un nouveau périmètre fournisseur, probablement avec beaucoup de fournisseurs en doublon de part et d'autre. Mais donc, ce qu'on voit, ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est une architecture de système d'information qui est beaucoup plus centré sur la donnée et non plus sur les outils. Donc ça veut dire que dans ce changement de paradigme, centré sur la donnée, mais la donnée fournisseur fait partie, au même titre que de la donnée client, la donnée des produits, des contrats, de ces données très importantes qui sont vraiment le cœur et la valeur de l'entreprise et de l'organisation. C'est ça qu'on doit chérir et qu'on doit garder sous contrôle le plus possible, centralisé, au travers d'outils, effectivement, mais comme le disait David, aussi au travers de processus et d'une gouvernance, parce que les outils ne sont pas l'alpha et l'oméga de cette problématique-là. Il faut aussi, évidemment, mettre en place des processus et, j'ai envie de dire, surtout une culture autour de cette information. C'est peut-être quelque chose qui est là où il y a le plus de travail, j'ai envie de dire, un travail de fond. On parle beaucoup d'automatisation, de dématérialisation, et très souvent, on a une vision un peu magique de ces phénomènes-là dans les organisations, et on n'a pas en tête que ça s'appuie essentiellement pour que ça puisse fonctionner correctement sur une donnée fiable, une donnée de qualité. Et donc, avoir conscience de tout ça permet aussi de mettre en place une organisation, une culture de la donnée et de l'information au sein des organisations. Donc, les outils finalement ne vont être qu'un outil, qu'un réceptacle, qu'un élément qui va vous permettre d'aboutir à cette qualité de données, mais je pense que ça passe effectivement par un changement d'organisation, un changement de culture, des changements de processus. Et puis, on l'a dit un petit peu, pour être capable d'enregistrer ces modifications, de plus en plus, on est capable de s'appuyer sur des outils externes, de la donnée publique et de la donnée privée, qui vont, de manière très automatisée, aussi être capables du coup de vous informer qu'une entreprise est fermée, ou qu'une entreprise a mis à jour ses documents légaux, ou qu'une entreprise, par exemple, est en procédure judiciaire. Donc tout ça, on est de plus en plus capable de le faire. Il y a de moins en moins d'excuses, en tout cas, pour ne pas le faire. C'est vrai que ça prend souvent du temps, mais je pense que en ce moment, on a peut-être un tout petit peu plus de temps pour prendre ce recul et comprendre tous les enjeux qui sont autour de l'information fournisseur. On doit plus se contenter de subir. Je sais pas si David, tu avais des points, toi, à souligner par rapport à ça. Non, je pense que en effet, la mise à jour, on l'a vu, est importante. Et après, vous avez des outils qui aujourd'hui sont à disposition pour justement assurer cette mise à jour. Ou si vous n'avez pas ces outils-là, vous avez toujours la possibilité de faire des diagnostics flash de votre référentiel pour savoir si celui-ci est mature, si tout va bien, s'il y a des choses à faire, des actions, des quick wins à avoir. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que, et là, on fait un peu notre publicité, mais c'est des choses qu'on est habitué à faire avec Fluxim, justement de faire des diagnostics rapides, parce qu'en fait, on s'aperçoit c'est pas si compliqué que ça, mais il y a pas mal de sujets qu'il faut appréhender, et ne serait-ce que, on parlait d'une circularisation, faire une circularisation sur un papier blanc ou sur un papier de couleur, ça change tout à fait le résultat de la circularisation et l'attention que vous pouvez avoir du fournisseur à qui vous adressez cette circularisation. Donc voilà, donc il y a des petites choses simples à mettre en place, il y a des petits contrôles simples à vérifier, il y a des diagnostics à faire de temps en temps de son processus. Donc, il ne faut pas hésiter, parce que derrière, on ne s'aperçoit pas et on n'apprend pas forcément les risques. Et en fait, une fois que ces risques-là tombent,
ça peut faire mal et ça peut en effet aller jusqu'à jouer sur la pérennité de l'entreprise. Je regarde si on a déjà bien débordé. On va peut-être se permettre de conclure. Euh, David, merci à toi pour tous ces éléments, toutes ces informations. Je vous propose de vous donner rendez-vous au prochain webinaire qui est donc, comme l'indiquait David, aura lieu le mois prochain sur les délais de paiement. Et puis on a encore évidemment deux autres sujets qui seront traités d'ici l'été sur la piste d'audit. Et puis on terminera par l'innovation technologique, puisque même si on en parle au fur et à mesure de notre voyage, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu plus loin, devant, pour voir comment toutes ces technologies dont on entend beaucoup parler ou que certains mettent en place peuvent nous apporter aujourd'hui, pourront nous apporter demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore une fois à toi, David. Merci à tous et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions de revenir vers moi ou vers David via LinkedIn. On sera ravis de partager et de poursuivre la discussion avec vous. Merci bien, merci à tous. Merci, au revoir.